Donc je remercie de ma part les organisateurs de m'avoir offert l'occasion pour vous entretenir à propos donc, de la prise en charge de pleurésie infectieuse en milieu pneumologique. Alors si on voit du côté de la littérature, lorsqu'on parle de pleurésie infectieuse, on voit un seul aspect de pleurésie. On voit c'est les pleurésies infectieuses bactériennes non tuberculeuses. Déjà toutes les publications ne parlent que de ça. Bon, on n'a pas oublié, bien sûr, les autres pleurésies tuberculeuses, les pleurésies virales, mais pourquoi on s'intéresse essentiellement aux pleurésies infectieuses bactériennes non tuberculeuses? Parce que c'est elle essentiellement qui est fréquente tout d'abord et qui pose également le problème de sa prise en charge aussi. Au cours donc de cette présentation, on va essayer de mettre le point sur les autres formes de pleurésie, en particulier les pleurésies virales où on est actuellement, les pleurésies tuberculeuses et les pleurésies donc infectieuses bactériennes non tuberculeuses. Alors, on va démarrer avec la pleurésie donc virale. Alors, il faut savoir que la pleurésie virale, il n'y a pas beaucoup de séries de la littérature qui en parlent actuellement. C'est généralement des séries qui sont rapportées au cours de pandémies, en 2009 par exemple pour la pandémie H1N1 ou la pandémie 2019-2021 pour le SARS-CoV-2. Les séries rapportées portent essentiellement sur des malades, donc c'est des malades hospitalisés, soit dans un service médical ou un service de réanimation. C'est généralement des pleurésies qui sont découvertes au scanner, c'est des pleurésies généralement de faible abondance. La majorité des cas ne cite pas un traitement local particulier, ni ponction évacuatrice, ni drainage pleural. Et il faut savoir que la présence de la pleurésie au cours donc, de pneumopathie virale ne modifie pas en fait la prise en charge de la maladie. Alors, on va voir du côté du Covid-19 la fréquence de cette pleurésie. On a donc là de multiples séries qui sont faites donc scanographiques, ces séries donc, et on voit donc toutes ces séries, c'est des séries qui portent sur deux scanners. Et on voit quand même que l'incidence de la fréquence de la pleurésie, elle varie de 2 jusqu'à à peu près de 10%. Dans tous les cas, elle est inférieure à 10% au cours du Covid-19. Alors, une seule série, en fait, s'est intéressée à l'impact de la présence de cette pleurésie sur l'évolution du Covid-19. Alors, là, on sait qu'on remarque, quand même, on voit un peu, donc, donc, la présence d'une pleurésie, donc, si vous voulez, virale au cours du Covid-19, tout d'abord, les patients qui ont une pleurésie donc, virale ont donc une PaO2 sur la FiO2 plus basse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces deux patients qui vont nécessiter ces deux patients donc, qui vont nécessiter plus d'oxygène. Deuxième chose, la durée d'hospitalisation également. Elle est plus longue lorsqu'on a une pleurésie qui est associée donc à la pneumopathie à Covid-19. Troisième élément également qu'il faut signaler, c'est le traitement donc invasif. On a plus de recours au traitement invasif lorsqu'on a une pleurésie donc virale au cours du Covid-19, en particulier l'Optiflow, le VNI ou bien la ventilation mécanique. Et également, ces formes relativement sévères, supérieures à 25% donc d'atteinte, on trouve plus également dans les formes où on a une pleurésie avec un seuil quand même P qui est proche de seuil statistique significatif. Et également, ça influence aussi la mortalité. Il y a plus de mortalité dans le groupe où on a une pleurésie donc virale au cours du Covid-19. Maintenant, le virus H1N1. La pleurésie, elle est plus fréquente lorsqu'on a un virus, donc le virus H1N1. Alors là, on voit par exemple sa fréquence est relativement donc de presque la moitié. Ils ont une pleurésie. Et ce qui caractérise cette pleurésie, c'est que vous avez la bilatéralité. Donc près de 60%, elle est bilatérale, cette pleurésie. De même également au cours de H1N1, elle influence également donc, la pathologie. En particulier, il y a plus de tachypnée là, on remarque. Et autre chose également, il y a plus de recours au oxygène. 100% lorsqu'on a une pleurésie et 77% avec un peu significatif. Donc, concernant maintenant les pleurésies tuberculeuses. Alors, les caractéristiques du liquide, ça, je ne vous rapporte rien en vous disant que c'est un liquide qui est toujours exudatif, et les protéines sont souvent supérieures à 50 grammes. Déjà, c'est ce qui suggère en fait cette étiologie. Le pH pleural, l'ADH pleural est généralement supérieur, bien sûr, à l'ADH sanguin.
La lymphocytose, elle est élevée, elle est supérieure à 50%. Dans la majorité des cas, elle peut même dépasser les 90 dans certains cas, avec ce ratio lymphocyte sur neutrophile qui est supérieur à 75. Et cependant, au cours de 2 premières semaines d'atteinte, ce n'est pas étonnant de voir une prédominance de polynucléaires neutrophile. Donc, comme il y a un dosage important, c'est l'adénosine désaminase qui est actuellement, elle est habituellement élevée au cours de pleurésie, donc tuberculeuse. Pour les moyens diagnostiques, c'est l'examen, donc la recherche de Barr dans les liquides pleuraux. Il faut voir que le rendement n'est pas donc fameux, puisque inférieur à 10% dans la majorité des cas pour trouver les BK dans les liquides pleuraux. Bien sûr, même avec la culture, avec tout, sauf si en PM, bien sûr, tuberculeux, on peut atteindre de taux plus élevés, mais ça reste toujours généralement inférieur à 40%. En cas de VIH, généralement 20%, c'est plus élevé, le rendement de l'examen direct, on peut trouver dans 20% des cas le BK, mais la culture reste généralement inférieure à 40%. Pour la biopsie pleurale à l'aiguille d'Abrams, donc, l'isolement de granulome, on l'isole dans 60 à 80%. La recherche de Barr dans les fragments biopsiques permet d'améliorer en fait ce rendement. En particulier, on peut trouver l'examen direct de la culture dans 50% des cas. Et si on bien sûr combine tout, on va trouver qu'on a à peu près dans 90% des cas le diagnostic. Alors, la thoracoscopie, ça reste réservé, bien sûr, au cas particulier et sa rentabilité à la voisine de 100%. Alors, pour avoir la certitude du diagnostic dans la tuberculose, alors, il faut soit la présence de bacilles dans le crachat ou dans le liquide pleural ou dans les fragments de plèvre, ou bien avoir la signature histologique, c'est-à-dire le granulome tuberculeux. Mais quand même, l'adénosine désaminase, donc quand même ce dosage, vous voyez un peu la sensibilité et la spécificité donc, dans cette méta-analyse de l'adénosine désaminase. Ça, c'est la sensibilité lorsqu'on a donc spécificité lorsqu'on est proche de 1, et ça, c'est la sensibilité lorsqu'on est proche de 1. Vous voyez que la majorité de cas qu'on est en train de voir, c'est supérieur à 0,9, supérieur à 90% quand même. C'est un dosage qui est très sensible et très spécifique dans la tuberculose, surtout lorsque le taux est élevé et supérieur à 70 unités internationales. Donc c'est un, si vous voulez, prélèvement important qu'il faut réaliser en cas de pleurésie. Alors, pour le gène expert, vous voyez, il y a peu de matériel génétique généralement dans la plèvre, ce qui fait son rendement il est très très faible, il est généralement inférieur à 10%. Alors, au cours de pleurésie tuberculeuse, même en l'absence de lésions de tuberculose pulmonaire, si on réalise un scanner systématique, la réalisation d'un scanner systématique dans cette étude, donc, pour des pleurésies tuberculeuses de 170 patients, ça permet quand même de découvrir des choses qui peuvent améliorer le rendement diagnostique. On découvre donc ces nodules, donc, essentiellement, donc, ce qu'on voit là, ces nodules donc, sous-pleuraux, et on trouve également un épaississement des septa interlobulaires. Vous voyez, on le retrouve dans 75% des cas quand même, c'est important. Donc, c'est un examen qui laisse penser s'il faut le réaliser ou pas. Alors, pourquoi on trouve ça? Tout simplement, ça traduit tout simplement le passage lymphatique de Bécasse. Alors, donc, dans cette revue relativement récente, en 2021, pour le diagnostic de la tuberculose, l'auteur a établi un algorithme décisionnel. C'est vrai. En cas de tuberculose, est-ce qu'on fait un algorithme? Bien sûr, habituellement, on n'est pas habitué à faire des algorithmes en cas de tuberculose. On sait bien que c'est le tableau clinique typique de la tuberculose et surtout de la lymphocytose élevée. Il faut aller directement vers la biopsie pour confirmer le diagnostic. Alors, mais cet algorithme me semble nous aider pour certaines catégories de patients, particulièrement des malades grabataires, de malades qui refusent les biopsies, de malades, on ne peut pas faire par exemple un geste également chirurgical pour une thoracoscopie. C'est de malades donc particuliers pour lesquels on peut suivre un peu et en fait ça permet d'aider au diagnostic bien sûr de la tuberculose, tout ça. Donc on a une pleurésie sans étiologie évidente, la tuberculose doit être bien sûr évoquée comme les autres diagnostics. On va faire les analyses donc, pour la tuberculose, de Barr, PCR, BK et l'adénosine désaminase. Et on peut se trouver, bien sûr, avec une positivité, soit de BK, soit PCR, bien sûr, soit une culture également du liquide qui est positif. Ça permet, dans ce cas, de confirmer donc, le diagnostic. Bon, si cette recherche est négative, donc, on va voir le sujet s'il est vraiment à un risque d'MDR tuberculose
En particulier, s'il a des parents qui sont tuberculeux MDR positif, s'il est dans une forte endémicité d'MDR positif. Donc à ce moment-là, il faut y aller. Dans ce cas, ça ne permet pas d'attendre et il faut y aller par la biopsie pleurale, bien sûr, pour confirmer le diagnostic. Et en dehors de cette situation, s'il est sujet à risque faible d'MDR, à ce moment-là, il faut aller vers ce fameux adénosine désaminase pleurale, dont on a vu donc la sensibilité et la spécificité qui est dans cette méta-analyse qui est supérieure à 90%. Donc, elle aide beaucoup au diagnostic. Et on va se trouver dans 3 situations. Soit qu'on a une adénosine désaminase inférieure à 40, le diagnostic à ce moment-là, tuberculose devient peu probable, mais il faut y aller vers la biopsie. Pourquoi? Pour une alternative, chercher une alternative diagnostique, bien sûr. L'adénosine désaminase de 40 à 70, moyennement donc élevée. À ce moment-là, il faut voir est-ce que le sujet a des facteurs de risque de tuberculose, l'âge en particulier, est-ce qu'il est dans une zone endémique, non-fumeur. Si, bien sûr, ce risque il est faible, si ce risque est faible, bien sûr, la tuberculose devient peu probable. Et il faut aller également, même chose, vers la biopsie pour confirmer une alternative diagnostique. Alors, si vraiment il risque élevé, c'est là où on est, bien sûr, si le risque, c'est sujet à risque de tuberculose, avec une adénosine désaminase de 40-70, on peut déjà, le diagnostic de tuberculose devient très probable. Et si l'adénosine désaminase est supérieure, un taux très élevé, à ce moment-là, bien sûr, le diagnostic de tuberculose devient également très probable. Et on peut, dans ces 2 situations, que ce soit la tuberculose confirmée ou bien la tuberculose donc très probable, on peut démarrer le traitement. Alors, pour la prise en charge thérapeutique, le schéma thérapeutique est relativement similaire donc, à la tuberculose pulmonaire, bien sûr. Il faut penser à prolonger le traitement si on a des épaississements pleural importants, parce que les antituberculeux peuvent être mal à ce moment-là dans la plèvre. Il faut penser, dans ce cas, les auteurs recommandent de penser à prolonger un peu plus le traitement. Le traitement local. Pour le traitement local, généralement, les ponctions évacuatrices s'effusent. Mais on peut, le drainage, il est rarement indiqué en matière, bien sûr, de tuberculose pleurale. Les fibrinolytiques de même également, ils sont rarement donc utilisés. Alors, pour l'isolement, si le malade n'est pas bacillifère, on n'a pas besoin d'isoler, bien sûr, le patient. Alors, maintenant, la corticothérapie. Est-ce qu'on donne, en cas de pleurésie tuberculeuse, des corticoïdes ou pas? Donc, il y a quand même cette méta-analyse Cochrane qui montre que le fait de donner des corticoïdes, ça permet de réduire donc, le temps de résolution de la pleurésie et également de réduire le séquelles, en particulier l'épaississement et les adhérences pleurales. Et c'est même avec un peu significatif. Alors, pour les pleurésies infectieuses maintenant, bactériennes non tuberculeuses, enfin, c'est la forme, si vous voulez dire, la plus gênante, en fait, qui pose plus de problèmes. Alors, pour cette forme-là, il y a donc de nouvelles, en fait, recommandations de l'ERS et de la Société de chirurgie thoracique européenne pour retenir le diagnostic déjà de pleurésie infectieuse bactérienne non tuberculeuse. Alors, on est soit devant une pleurésie parapneumonie compliquée, c'est-à-dire le liquide peut être clair ou trouble, avec un pH inférieur à 7,2 et une glucoplurie inférieure à 2,2 mmol, soit on est devant un peu franc, ou bien devant une culture positive à un gel. Donc, dans ce cas, on retient le diagnostic de pleurésie. Dans ces 3 situations, on retient le diagnostic de pleurésie infectieuse. Alors, dans ces pleurésies infectieuses, il y a un score important quand même sur le rapid score. Ce score, il permet de prédire le pronostic de la pleurésie, dès le départ déjà. Alors, qu'est-ce qu'il comporte ce score, ce rapid score? Donc, voilà les items qui sont introduits dans ce rapid score. Donc, R, A, donc, là, R c'est rénal, c'est-à-dire l'urée, l'âge, la purulence des fluides, donc purulent, non purulent, l'infection, est-ce qu'elle est communautaire ou bien un type d'infection communautaire ou bien acquise à l'hôpital, et également l'état nutritionnel du sujet, également, ça rentre dans ce score. Alors, on a 3 catégories, on a donc un score faible, un score moyen ou un score haut, élevé donc. On voit un peu donc ce score, l'influence de ce score. Si on voit la survie à 3 mois, plus le score donc
augmente, plus vous avez, donc la mortalité augmente à 3 mois. Et à 12 mois également de même, plus le score augmente, plus la mortalité augmente. Et ce n'est pas la même étude, il y a plusieurs études qui rapportent ça également. Une autre étude qui montre, c'est avec le score que la mortalité, donc à 3 mois, comme vous voyez là, elle augmente. Plus le score augmente, plus la mortalité donc augmente au cours de ces pneumonies donc infectieuses bactériennes non tuberculeuses. Alors, sur le plan donc de l'isolement de germes, il y a cette méta-analyse qui montre que, en moyenne, on retrouve à peu près dans 56% des cas les germes dans les pleurésies donc infectieuses bactériennes. Alors, quels sont les germes isolés? Les germes varient en fonction tout d'abord de l'environnement, mais également du type communautaire ou bien nosocomial. Alors, dans la pneumonie communautaire, on trouve donc fréquemment, bien sûr, c'est donc le streptocoque viridans ou bien le streptocoque également pneumonie. Mais on peut trouver également le staph aureus. Alors, pour les infections nosocomiales, c'est essentiellement le staph et également les BGN, en particulier les entérobactéries. Alors, il faut savoir que le pronostic est totalement différent de deux. Donc, si on est devant donc, une pneumopathie donc, communautaire, si vous voulez, la durée d'hospitalisation est nettement plus faible par rapport aux pneumopathies nosocomiales. Et également, la survie à 1 an est nettement meilleure lorsqu'on a une pneumopathie communautaire, 67% par rapport aux pneumopathies nosocomiales. Alors, la prise en charge thérapeutique de ces pneumopathies donc, communautaires, de ces pleurésies donc, infectieuses, la prise en charge thérapeutique, ça se base donc sur, tout d'abord, sur l'antibiothérapie. C'est donc actuellement relativement codifié selon donc, le consensus de l'ARS et de la Société européenne de chirurgie thoracique. Lorsqu'on a une pneumopathie communautaire, il faut viser donc, le gram positif et les anaérobies. Donc il faut donner pénicilline avec un inhibiteur de bêta-lactamase et la métronidazole. Lorsqu'on est devant une pneumopathie, bien sûr, hospitalière, dans une pleurésie donc intra-hospitalière, à ce moment-là, il faut viser donc les grammes positifs, mais également les BGN, également les staph méticilline résistants et également les anaérobies. Alors, deuxième volet de la prise en charge, à part l'antibiothérapie, c'est le drainage thoracique. Alors, il y a cette étude qui est intéressante quand même, qui a évalué donc le drainage avec le différent, si vous voulez, diamètre des drains, de diamètre inférieur donc, à 10 jusqu'à diamètre supérieur, donc le drain supérieur à 20 franches, et on a remarqué qu'il n'y a pas de différence, ni sur le plan de décès, ni sur le plan de recours à la chirurgie, ni également sur la durée d'hospitalisation. Donc, le résultat est relativement similaire, quel que soit le drap utilisé. Cependant, on a remarqué que lorsqu'on utilise des gros draps, on a beaucoup de douleurs au moment de la mise du drap, lors de la période du drainage et également à l'ablation du drap. Il y a beaucoup, donc, la douleur elle est plus importante. Troisième volet de prise en charge dans ces pleurésies, c'est les fibrinolytiques. Alors, également, cette étude intéressante qui a évalué donc, tout d'abord, le TPA et le DNase, deux fibrinolytiques, tout d'abord, donc, séparément, puis en association. Et on a remarqué, donc, lorsqu'on associe cette association TPA-DNase, deux antifibrotiques, lorsqu'on les associe, on réduit, si vous voulez, de façon importante le volume de la pleurésie. Il y a un apport important, donc, de cette association. Non seulement ça, mais également le recours à la chirurgie, et 4% seulement de recours à la chirurgie, quand même, c'est-à-dire de façon significative, ça réduit le recours à la chirurgie. Autre chose également, la durée d'hospitalisation, elle est réduite également lorsqu'on associe les deux, avec un P également significatif. Cependant, il y a un peu plus d'effets secondaires, en particulier effets indésirables, à type de saignement intrapleural. Alors, le seul problème qui se pose avec les fibrinolytiques, c'est lorsqu'on a donc un épaississement pleural important. Lorsqu'on a un épaississement pleural important, donc on a un risque d'échec, ou bien lorsqu'on est devant également une pneumopathie nécrosée ou un abcès pulmonaire associé à la pleurésie.
est-ce que le lavage pleural rapporte quelque chose? Cette étude montre que le fait de faire donc un lavage également, ça permet quand même de réduire le volume de la pleurésie et également réduire le recours à la chirurgie aussi. La thoracoscopie médicale comme autre volet également de prise en charge, son efficacité selon donc cette méta-analyse, le taux de succès il est de 85%. C'est quand même, c'est pas négligeable. Et ce taux de succès, surtout, il est plus important lorsqu'on utilise un fibrinolytique après la thoracoscopie médicale. Cependant, le problème posé par la thoracoscopie médicale, c'est lorsqu'on est devant une pleurésie enquistée. Lorsqu'on est devant une pleurésie enquistée, il y a 50% d'échec. En cas de pleurésie multicloisonnée, on a 91,7% de succès, c'est-à-dire à peu près donc 8% d'échec. Donc, la thoracoscopie médicale, si vous voulez, le taux d'échec est élevé en cas d'enquistement pleural. L'échec possible en cas de pleurésie multicloisonnée et également pas de possibilité de convertir en une thoracotomie au cours de la thoracoscopie médicale. C'est pour cela que la vidéo donc chirurgie et la vidéothoracoscopie chirurgicale elle est mieux donc préconisée que la thoracoscopie médicale. Alors, bon, j'ai trouvé dans cet quand même article, il y a une approche pratique qui est très intéressante. Qu'est-ce qu'on fait devant une pleurésie infectieuse lorsqu'on a une pleurésie infectieuse bactérienne? Tout d'abord, commencer par confirmer le diagnostic de pleurésie infectieuse bactérienne selon les guidelines, comme on a cité déjà pour le diagnostic. Deuxièmement, il faut entamer le drainage thoracique. Choisir le drain de faible, bien sûr, diamètre, inférieur à 16 franges. En même temps, il faut commencer à administrer une tubothérapie adaptée également selon les guidelines. Alors, tout ça doit être évalué. Là, le délai, vous voyez un peu, après 48 heures, il faut voir l'évolution du patient. Particulièrement le sepsis, l'état septique du patient, CRP, fièvre, l'hyperleucocytose et le volume du liquide pleural ramené par le drain. Après 48 heures, exactement, à partir de 48 heures, si en l'absence d'amélioration, il faut préconiser le traitement intrapleural, TPA associé, TPA déanase, 2 fois par jour durant 3 jours. Au 5e jour, il faut réévaluer votre patient. Sepsis, volume du liquide pleural. En l'absence d'amélioration, déjà 5 jours, il faut aller jusqu'à 7 jours pour faire une thoracoscopie. Donc déjà en 5 jours, on peut avoir la réponse s'il y a une tendance à l'amélioration ou pas. En l'absence d'amélioration, la thoracoscopie médicale ou bien sûr vidéothoracoscopie chirurgicale selon l'aspect de la pleurésie, c'est-à-dire en cas d'enquistement, il faut éviter bien sûr la thoracoscopie médicale. Ce qu'il faut retenir tout ça, alors, les pleurésies infectieuses sont fréquentes, en particulier donc, les tuberculeuses et les parapneumoniques compliquées. La tuberculose, quand même, une amélioration actuellement de l'approche diagnostique, grâce bien sûr à ce marqueur biologique, l'adénosine désaminase. Les pleurésies infectieuses bactériennes non tuberculeuses, sa prise en charge relativement standardisée actuellement par les guidelines. Alors, la rapidité de prise en charge, c'est ça ce qu'il faut donc avoir dans cette pleurésie, c'est la rapidité de la prise en charge qui va déterminer le pronostic. Un traitement conservateur initial, antibiothérapie et drainage, doit être préconisé au début. Recours possible au traitement intrapleural et on préconise TPA, l'association TPA déanase en cas d'échec, donc de drainage seul. Alors, la thoracoscopie, bien sûr, reste l'ultime option thérapeutique. Et je vous remercie. Merci, professeur Louetbi. La pleurésie pose toujours... déjà, merci pour cette revue étiologique et la prise en charge. Ça pose vraiment des problèmes de diagnostic étiologique assez souvent, surtout quand l'épanchement est de faible abondance et qu'on n'arrive pas toujours à faire la biopsie pleurale dans certaines circonstances. Donc la parole à la salle pour poser 2 ou 3 questions, afin qu'on reste dans les temps. Merci. Merci, professeur Louetbi, pour votre présentation. Moi, justement, la question que je voudrais vous poser, quand vous avez exposé la pleurésie tuberculeuse purulente, dans la prise en charge, quand il y a épaississement,
Vous prolongez le traitement, c'est ça? Oui, c'est un épaississement important, il faut prolonger. Certains auteurs préconisent de prolonger le traitement. Justement, est-ce que vous le faites parce que chez nous, généralement, on donne le traitement spécifique, le drainage et surtout le traitement local précoce, la kinésithérapie respiratoire qui doit être active. S'il y a épaississement persistant ou bien s'il y a un enquistement, là, on est obligé de confier le malade au chirurgien, mais généralement, on ne prolonge pas le traitement. Justement, je voudrais avoir votre avis en pratique quotidienne. Est-ce que vous prolongez le traitement et quels sont vos résultats si vous prolongez le traitement? Non. Bon, alors, oui. Alors, concernant lorsqu'on a un épaississement important, alors la kinésithérapie, est-ce qu'elle rapporte quelque chose? Dans les littératures, on ne trouve pas grand-chose concernant la kiné. On conseille de faire l'activité physique essentiellement pour ce malade. Prolonger le traitement, pourquoi? J'ai dit, donc, c'est essentiellement parce que vous avez, lorsqu'on a un épaississement important, certains auteurs suggèrent qu'il y a difficulté de pénétration des antituberculeux et prolonger le traitement, c'est mieux. Mais est-ce qu'on doit toujours recourir, donc, dans ce cas, à faire, en particulier, c'est-à-dire la décortication pleurale? On sait bien la décortication, c'est quoi? C'est une chirurgie qui est très très lourde. Et ça ne donne pas toujours de bons résultats. C'est pour cela qu'on est en train de trouver une situation un peu entre ce qui est pire, si vous voulez, et ce qu'on peut faire de mieux. Voilà. J'ai une petite question, si vous permettez, Dr Awin, pour Dr Louidbi, concernant la durée du traitement. Est-ce qu'on peut calquer? Est-ce qu'on peut, étant donné que la durée du traitement antibiotique pour les pneumopathie infectieuse a été écourtée, est-ce qu'on peut calquer la même chose pour les pleurésies purulentes? Est-ce qu'on peut diminuer la durée du traitement? Et la deuxième question, c'est pour la place de l'échographie dans la prise en charge. Est-ce que pour les patients qui présentent déjà des cloisons, est-ce qu'on ne pourra pas éventuellement proposer le traitement, la thoracoscopie et la prise en charge chirurgicale avant d'arriver aux 5 jours? Bon, pour l'antibiothérapie, est-ce qu'on doit renforcer, comme donc, si vous voulez, l'antibiothérapie dans les pleurésie purulente? Je crois qu'actuellement, il faut y aller la même chose. Je pense que déjà même les recommandations, il faut aller la même chose comme pour l'abcès pulmonaire, c'est-à-dire pas la même dose qu'il faut préconiser, donc il faut y aller à doubler la dose, aussi bien donc pour les céphalosporines 3e génération que pour également l'association donc amoxiclave. La durée des traitements, il y a des études qui ont déjà comparé l'étude 2 semaines et 3 semaines. Ça ne semble pas modifier grand-chose. 2 semaines est aussi efficace que 3 semaines. Donc pour la durée du traitement, on ne peut pas répondre tout à fait, mais il faut y aller. Généralement, les gens vont jusqu'à 3 semaines, c'est-à-dire d'antibiotiques, mais une étude a montré que le fait de donner 2 semaines, c'est suffisant. L'autre question, si vous voulez. L'échographie pour l'échographie thoracique et les malades qui présentent déjà une pleurésie enquistée d'emblée. On ne va pas attendre les 5 jours pour proposer le malade à la chirurgie. Bien sûr, dans ce cas, bien sûr. Là, on est en train de parler de pleurésie récente. Donc, c'est un patient qui vient de consulter pour une pleurésie. Bien sûr, si on fait l'échographie, on trouve une pleurésie enquistée. Bien sûr, il faut y aller directement. Ça, on sait bien qu'il y a un échec de drainage d'emblée déjà. Il faut aller vers la thoracoscopie directement, bien sûr. Mais quand même, ça permet d'éviter le retard. Donc une pleurésie infectieuse diagnostiquée maintenant, il faut y aller dès le premier jour, si vous voulez, comme on dit. Donc le soleil ne doit pas se coucher sur une pleurésie infectieuse, si vous voulez. Il faut la traiter le même jour, le drainage et l'antibiothérapie, c'est le même jour. Et évaluer après 48 heures le drainage. Si bien sûr le drain ne ramène pas grand-chose et l'état septique du malade persiste, bien sûr, aller directement donc aux fibrinolytiques, en particulier l'association TPA-DNAS, durant 3 jours, et au 5e jour, déjà, on peut évaluer, aller vers la thoracoscopie ou non. Bon, Anas, merci pour cette conférence. Tu as parlé du tout, de l'antibiothérapie, de la thoracoscopie, tout ça, mais on sait que le problème de pleurésie infectieuse, ce sont les séquelles. Tu n'as pas parlé de la kiné. Quelle est la place de la kiné? On ne trouve pas grand-chose pour la kiné dans la littérature. Ce qu'on trouve essentiellement, c'est l'activité physique. On conseille l'activité physique. Essentiellement ça. Oui, mais la kiné, ça doit... Bien sûr, la personne d'expérience nous dit que la kiné peut apporter quelque chose. Mais l'activité physique, c'est ce qui est conseillé. Mais de base, un chirurgien de la chirurgie thoracique, de base,
il y a longtemps, il a démontré qu'un traitement par la kiné pendant longtemps peut éviter la thoracoscopie, etc. Il a vu une grande série démontrant que la kinésie seule peut évidemment éviter la thoraco. Ça, c'est difficile à évaluer. Est-ce que vraiment c'est lié à l'activité physique, le malade il sort, il se déplace, etc. Ou bien c'est lié à la kiné seule? Ça, c'est un peu difficile à évaluer toutes ces choses-là. C'est-à-dire, mais dans la littérature, on ne trouve pas grand-chose concernant la kinésithérapie respiratoire. Oui, Nasser, merci pour ta conférence. Je voudrais revenir aux pleurésies tuberculeuses. On le sait tous, c'est une urgence thérapeutique et plus on ponctionne rapidement nos malades, moins il y aura d'épaississement pleural, ça c'est connu. Donc moi je pense là aussi la kinésithérapie a un rôle important. Nous le faisons tous en pratique, même s'il n'y a pas dans la littérature, mais on sait très bien que la kinésithérapie pleurale est importante aussi bien dans la pleurésie tuberculeuse que dans les pleurésies purulentes. Concernant la durée du traitement, c'est 6 mois généralement. C'est rare d'avoir des épaissements pleurales, sauf si on arrive en fin de course. Et ce n'est pas du tout préconisé de donner une corticothérapie. À ma connaissance, les nouvelles recommandations, il n'y a pas d'intérêt de donner des corticoïdes dans les pleurésies tuberculeuses. Oui, je suis tout à fait de votre avis. Alors, je continue une petite remarque. C'est ce qu'on a remarqué, nous, maintenant, c'est les pleurésies purulentes. On a une augmentation importante des pleurésies purulentes de façon générale. Et là aussi, ce qui est urgent, c'est le drainage thoracique et donner une bonne antibiothérapie avec, là aussi, de la kiné pleurale. Et raccourcir le traitement, oui, entre 2 semaines et même 4 semaines en fonction de l'évolution clinique. Et on a de très bons résultats. L'essentiel, c'est de drainer rapidement avec un drap de calibre assez important pour évacuer rapidement le liquide pleural.